Avertissement. Les commentaires mentionnés dans Ultrasanté ne sont pas la responsabilité ou l'opinion de Télénation. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration de Télénation dans le confort de votre foyer. Bonne émission. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à cette capsule où nous discutons aujourd'hui de l'autorisation judiciaire de soins ou d'hébergement avec M. Jean-François Plouffe, chargé de dossier de communication à Action Autonomie. Bonjour, Jean-François, merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait grand plaisir. Merci. Jean-François, chaque année, plus de 500 Montréalais sont contraints par les tribunaux, à la demande de leurs médecins, de prendre durant des années des médicaments qu'ils ne souhaitent pas consommer et ou de s'établir dans un milieu d'hébergement où ils ne veulent pas vivre. Ces Oui. personnes n'ont commis aucun délit, n'ont enfreint aucune loi. Elles sont privées de leur liberté et atteintes dans leur intégrité en raison d'un diagnostic en santé mentale. Jean-François, parle-moi de ces autorisations et des conséquences qui en découlent. Ben, c'est ça. L'autorisation judiciaire de soins, ça c'est autorisé en vertu juste d'un petit article que peu de gens connaissent dans le Code civil qui prévoit que, oui, pour une personne qui est inapte à consentir et qui s'oppose à son traitement, ben, il faut une autorisation du tribunal. Et quand on a l'autorisation du tribunal, on peut procéder malgré le refus de la personne et compte tenu de son inaptitude. Donc, le fait d'avoir recours à cette procédure-là, ce n'est pas innocent parce que ça fait en sorte, au moins temporairement et au moins ponctuellement, de dépouiller la personne de son aptitude à consentir. On est tous considérés par défaut, à défaut jusqu'à preuve du contraire, comme des personnes qui sont capables de décider pour elles-mêmes de ce qui est bon pour elles. Mais quand on est sous cette procédure d'autorisation judiciaire de soins, on est considéré comme pas assez intelligent, pas assez en contact avec la réalité pour être capable de prendre des décisions éclairées sur sa propre santé. Et c'est ça qui est particulièrement difficile. Et un des gros problèmes de ces autorisations-là, c'est qu'elles durent très longtemps. Elles durent en général jusqu'à 3 ans. Donc, les personnes sont forcées pendant 3 ans de prendre des médicaments qui leur font souvent des effets secondaires très, très problématiques. Incroyable. Ou encore d'aller vivre dans une ressource d'hébergement qu'ils n'ont pas choisie, dans un milieu qu'ils n'ont pas sélectionné pour eux-mêmes. Et donc, il est très difficile, après ces 3 années-là, de revenir en arrière parce que les gens ont perdu les habiletés sociales nécessaires pour vivre de façon autonome. Quand on est dans un milieu très, très encadrant comme ça, puis qu'on y passe 3 ans, ben on vient qu'on n'est plus capable de fonctionner par soi-même parce que ces réflexes-là qu'on a dans la vie de tous les jours, on les a perdus pendant cette période-là. Mais Donc, c'est vraiment... Jean-François, Oui. je ne veux pas te couper la parole, mais ça n'a aucun sens. Si pendant 3 ans, tu es privé de ta liberté, tu es ostracisé dans tes droits, comment veux-tu venir qu'à t'en sortir? Mais c'est ça le problème. D'autant plus que ce qu'on dit normalement, c'est que ça sert justement à retrouver l'autonomie de la personne. Mais les médicaments, l'effet qu'ils ont, la plupart du temps, tous les médicaments psychotropes, puis je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais quand même, ces médicaments-là, ils ne servent pas tellement à guérir le diagnostic qui a été posé. Ouais. Ils servent surtout à calmer la personne et à faire en sorte qu'elle n'ait plus de comportement dérangeant. Mais en n'ayant plus de comportement dérangeant, elle n'a à quelque part plus de comportement du tout. Ce sont des médicaments qui enlèvent tout intérêt envers n'importe quoi. Il n'y a plus rien qui nous intéresse. On est là, on est assis, on fixe le vide et c'est très, très difficile à vivre et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas les prendre. Ce que je dis là, ça ne s'applique pas à tout le monde tout le temps. Et ça, il faut bien le comprendre aussi. Les médicaments, ils ont des très bons effets chez une certaine catégorie de gens, et tant mieux, et bravo. Puis ces gens-là, ils acceptent de les prendre. Donc, on les force pas par les tribunaux à les prendre parce qu'ils les aident à aller mieux. Mais c'est ceux pour qui ça ne marche pas très bien. C'est ceux-là qui s'opposent ou qui ont des réserves, et c'est ceux-là que
que les hôpitaux veulent forcer à prendre ces médicaments-là. Donc, c'est vraiment difficile à vivre. Puis, ce qu'on a constaté aussi dans ces travaux de recherche-là qu'on a fait récemment, c'est qu'il y en a de plus en plus de ces requêtes-là. Il y en avait 338 en 2009 à Montréal, il y en avait 547 en 2018, presque 2 fois plus. Puis, il y a toute une série de problèmes qui se posent, entre autres, pour la représentation de la personne par avocat. La personne n'est pas consciente et on ne fait rien pour la conscientiser à ça, qu'il s'agit d'un procès devant un tribunal. On lui présente ça souvent comme une forme de formalité qui est reliée à la prise des médicaments, qui est un peu nécessaire et tout ça. Mais donc, il n'y a souvent même pas de véritable refus catégorique et il y a peu d'éléments qui démontrent que la personne est réellement inapte à consentir. Donc, ça devient de plus en plus une espèce de formalité. Puis on se rend compte que ça suit souvent dans le temps une garde en établissement. Il y a, en particulier chez les jeunes, je dirais, parce qu'on est très, très préoccupé dans le milieu par ce qu'on appelle les premiers épisodes psychotiques. Puis, les médecins prétendent, puis je ne remets pas ça nécessairement en question, mais ils prétendent que quand on intervient très jeune, après un premier épisode, puis qu'on le médicamente beaucoup et tout, il y a des bonnes chances de ne pas revenir. Tant mieux. Sauf que on contraint les gens à prendre des médicaments qu'ils ne veulent pas prendre, et c'est particulièrement vrai chez les jeunes. Puis, on ne les informe pas du fait qu'ils ont des recours. Et d'ailleurs, ils en ont très peu parce que, puisque c'est une mesure qui est considérée comme étant une mesure d'urgence, ils n'ont que 5 jours pour comprendre la procédure, pour se trouver un avocat, pour prendre connaissance du dossier, pour préparer l'audience avec l'avocat et tout ça. Puis, c'est à peu près impossible. En partant de zéro, c'est à peu près impossible pour n'importe qui de faire ça en 5 jours. Et là, en plus, on est avec des gens qui viennent de sortir peut-être d'un épisode de crise, qui ont des problèmes émotionnels et tout ça. Donc, c'est vraiment complètement impossible. Mais ce qu'on a établi dans la recherche, c'est que dans un cas sur 12, c'est-à-dire pas fréquemment, mais pas exceptionnellement non plus, les hôpitaux ne respectent même pas ce délai de 5 jours et les audiences ont lieu moins de 5 jours après que la personne ait été signifiée. Puis tant que la personne n'a pas été signifiée, elle ne peut pas avoir un avocat de l'aide juridique. Les avocats leur disent, ça vous prend le papier du huissier pour que je vous ouvre un dossier, mais très souvent, l'huissier, il ne vient pas, la personne n'a pas le papier, il ne peut pas ouvrir le dossier, il ne peut pas parler avec son avocat. Donc, ça fait que c'est à peu près impossible de se sortir de ce processus-là une fois que les hôpitaux nous y ont plongé. Et de fait, sur les 547 requêtes qui ont été présentées en 2018, il y en a seulement 5 qui ont été rejetées par le tribunal, même pas 1%. Puis ces 5-là, ils n'ont pas été rejetés sur la base, je dirais, de la citoyenneté des personnes, sur le fait que le juge n'aurait pas cru l'hôpital à l'effet que la personne était inapte à consentir, ou encore qu'elle refusait, qu'il aurait remis en question, le juge, l'idée que la personne s'opposait catégoriquement. Ça, c'est jamais arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des débats d'experts à un moment donné. Il y a des gens qui ont pu avoir des contre-expertises, puis là, il y avait un psychiatre qui disait « elle a telle maladie qui demande tel médicament », puis l'autre psychiatre qui disait « non, non, elle a une autre maladie qui demande un autre type de médicament ». Puis là, le juge disait « bon, ben entendez-vous, parlez-vous entre vous autres, puis vous reviendrez me voir. En attendant, je rejette la requête. » C'est ça qui s'est passé. Donc, c'est à peu près impossible pour une personne à qui on veut imposer cette procédure-là d'espérer s'en sortir. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que plutôt qu'elle dure 3 ans, l'autorisation dure seulement 2 ans. Mais même après 2 ans de médication forcée, c'est vraiment difficile de revenir à la normale. Ah, j'imagine. Oui. Mais Jean-François, on parle dans le fond, là, carrément d'abus de pouvoir et d'ostracisme. Oui, d'autoritarisme en tout cas. Et encore là, je reviens à un thème que j'utilise souvent, sur lequel je reviens souvent, celui du temps. Si on prenait le temps d'expliquer à la personne, à son rythme, selon son niveau de compréhension, selon son éducation aussi, etc., ce qu'on se propose de lui faire, puis qu'on accepte, par exemple, de dire « on va essayer tel médicament avec toi pour voir ce que ça te fait à toi. Puis si on va essayer ça pendant 1 mois, mettons.
Puis au bout du mois, si tu vois que ça te fait des effets problématiques, on va essayer de pallier à ça ensemble, on va se parler tout du long, puis on va arriver à une thérapeutique qui va te convenir, puis qui va en même temps atténuer les effets qu'on cherche à atténuer. Je ne dis pas que, encore une fois, je ne dis pas que ça ne se fait jamais. Il y a il y a des Ouais. médecins qui sont soucieux de fonctionner comme ça et qui le font et qui réussissent à le faire. Mais il y a beaucoup d'autres médecins qui disent non, non, non. Là, toi, je t'ai posé tel diagnostic. À ce diagnostic correspond tel médicament et tu vas prendre ce médicament-là, que tu le veuilles ou non. Et même parfois, je vais préventivement te l'imposer au cas où, en cours de route, tu décides de ne plus vouloir le prendre. Donc, les gens sont comme forcés avant même d'avoir refusé. Nous, ce qu'on constate, c'est que très souvent, le refus, il n'est pas catégorique du tout. Il est parfois un peu mitigé. Il y a des hésitations, des questions qui ne sont pas Je répondues. comprends. Ouais. Et les établissements ont une espèce de parade par rapport à ça qui s'appelle l'acceptation stratégique. L'acceptation stratégique, c'est que les établissements prétendent que la personne va dire qu'elle accepte la médication durant l'audience pour ne pas que la requête soit retenue et vont refuser immédiatement après de prendre la première dose. Je ne dis pas que ça arrive jamais, ça se peut que ça arrive, mais il y a là une présomption qui demande à être documentée. Et ce qu'on constate, c'est que très souvent, des gens à qui ce n'est jamais arrivé et à qui cette idée-là n'est même jamais passée par l'esprit, de dire oui maintenant puis non dans 5 minutes, c'est pas leur genre, puis ils ne penseraient même pas à faire ça. Mais l'hôpital amène cet argument-là qui est un argument routinier, là, qu'il faut qu'il soit écrit dans le jugement. Puis le juge, une fois qu'on a mentionné ça, ben, va autoriser la démarche. Fait que ça devient une espèce de procédure un peu chorégraphiée. C'est-à-dire Ouais. qu'il faut que l'hôpital dise la personne n'est pas apte à consentir, la personne refuse catégoriquement, la personne va faire de l'acceptation stratégique, etc. Et quand les bons mots sont aux bons endroits, ça passe à peu près automatiquement. Mais l'établissement, il est souvent dispensé de documenter ses prétentions, puis de dire en quoi la personne, par exemple, ne comprend pas les bienfaits du traitement qui lui est proposé, etc. Ça, on ne le fait pas. On se contente de le dire, juste de dire, elle ne comprend pas, puis ça suffit. Le juge est d'accord. Et l'autre problème, c'est que l'avocat des personnes, il y a beaucoup d'avocats qui représentent les personnes, qui, dans le fond, ne les représentent pas vraiment. Ils ont envers leur client une espèce de préjugé à l'effet qu'il est inapte et qu'une personne inapte, il faut décider à sa place. Sauf que l'inaptitude de la personne, c'est précisément le propos de l'audience. Il faut prouver son inaptitude. Elle n'est pas prouvée, son inaptitude. Donc, l'avocat devrait présumer que la personne est apte, mais il présume avant même le début de l'audience, son propre avocat à la personne considère qu'elle est Incroyable. inapte. Et donc, il décide à sa place, lui aussi. Et là, il s'en va parler avec l'hôpital de l'autre côté, puis il revient tout content en disant, ben voilà, ton autorisation va durer seulement 2 ans au lieu de 3 ans. Puis on s'est entendu là-dessus, puis tout est réglé. Mais ça ne règle pas le problème de la personne. La personne ne voulait pas prendre le médicament ou avait des hésitations par rapport à ça et se le fait imposer quand même si c'est pour 2 ans. De toute façon, il y a moyen de renouveler ces autorisations-là par la suite. Donc, c'est vraiment une procédure, un fonctionnement qui est très défectueux. Puis nous, on pense qu'une des choses urgentes à faire, c'est Ouais. de former les avocats, autant ceux des établissements que ceux qui représentent les Absolument. personnes, former le personnel des établissements, former même les médecins et former les juges sur qu'est-ce que c'est que cette procédure d'autorisation judiciaire de soins et à quel point ça devrait être une procédure exceptionnelle qui devrait être utilisée peut-être quelques dizaines de fois dans une année, alors qu'elle est utilisée 500 fois, puis qui devrait être utilisée pour quelques semaines ou quelques mois, le temps de voir quel sera l'effet du médicament sur la personne, plutôt que le 3 ans statutaire qu'on accorde systématiquement. Alors, Jean-François, ce que j'en retire dans le fond, là, c'est que le patient, cette personne-là aux prises avec une santé mentale précaire est toujours dans une incompréhension totale. La société, on dirait que la société ne veut pas les comprendre ou non, non. C'est pas qu'elle ne veut pas les comprendre. On dirait que les gens
n'ont pas les bons outils. Ils pensent les avoir, mais n'ont pas les bons outils, n'emploient pas les bons outils pour bien les comprendre. Ben, c'est encore, moi, je reviens toujours à cette idée de la culture du réseau des soins en santé mentale qui a déteint sur un grand nombre d'avocats qui représentent les personnes. C'est que moi, qui suis le soignant, je sais mieux que toi ce qui est le patient, ce qui est bon pour toi. Donc, je vais te l'imposer parce que je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi et tu me remercieras peut-être après si tout a bien été. Mais ça, c'est la loi, le fonctionnement du réseau de la santé, c'est pas supposé être basé là-dessus. Non. Ça, c'est ce que nous, on appelle l'héritage des asiles d'aliénés du 19e puis du début du 20e siècle, Ouais. où effectivement, les gens étaient considérés comme n'ayant plus étant dans une espèce d'état, puis il n'y avait pas de médication à l'époque, puis il n'y avait pas de psychothérapie et tout. Donc, les gens étaient dans un état souvent bien pire qu'ils le sont aujourd'hui. Donc, et on ne cherchait pas à les soigner, on cherchait simplement à les contrôler. Bien là, on est encore dans cette culture-là du contrôle de la personne, de la non-écoute, et du fait qu'on va lui imposer des choses, pas tellement pour qu'elle aille mieux, encore une fois, mais pour qu'elle cesse de déranger son entourage. C'est vraiment ça qui est le but recherché ultimement, c'est-à-dire que la personne cesse de déranger et que donc, elle n'ait plus de symptômes problématiques, mais elle n'a pas de qualité de vie. La qualité de vie de la personne, c'est quelque chose de très secondaire, mettons, dans l'intervention en psychiatrie de façon générale. Parce que, ce que je dois comprendre pour terminer, c'est que nous sommes toujours dans la lignée, tenus dans la lignée des grands penseurs, qui pensent tout connaître, tout savoir, mais moi, je crois que c'est la personne elle-même qui se connaît le plus. Mais les gens sont tellement pris dans un ostracisme contrôlé qui en perdent toute objectivité. Et à un moment donné, ils sont comme pris dans un étau, ils ne savent plus comment s'en sortir. Et on dirait que ces grands penseurs-là ne les aident aucunement. Ouais. Le problème, c'est que ce que nous, dans le milieu de l'alternative en santé mentale, on appelle le savoir expérientiel, c'est-à-dire basé sur la connaissance que la personne a d'elle-même. Ce savoir-là a très peu de valeur aux yeux d'un grand nombre de médecins et n'a pas du tout de valeur aux yeux d'à peu près l'ensemble des juges qui entendent ces audiences-là. Donc, et nous, ce qu'on dit, c'est qu'une bonne relation thérapeutique, ça devrait être la fusion de ces deux savoirs-là. Le savoir universitaire, théorique du soignant et le savoir expérientiel de la personne. Les deux se mettent au service du mieux-être de la personne et c'est comme ça qu'on y parvient. Et il y a des médecins qui le font et ça marche. Et ça marche aussi dans le milieu de l'alternative en santé mentale. Mais très souvent encore, on ne tient pas compte de ce que ressent, de ce que pense, de ce que dit la personne, parce qu'on le sait très bien nous-mêmes. Et c'est là que l'autoritarisme s'installe, puis que les mesures judiciaires de ce type-là deviennent de plus en plus fréquentes. Et c'est ça que nous, on cherche à combattre depuis déjà 30 ans. Jean-François, toujours aussi intéressant. Merci. Merci pour ces renseignements. Merci pour ces informations qui sont tellement pertinentes. Moi, je souhaite tellement un moment donné qu'il y ait comme un genre, tu sais, Jean-François, on parle d'une table ronde. Tu sais, quand on laisse le droit de parole à chacun des intervenants qui font table ronde. Ça serait bien une table ronde. Le patient, les proches, le personnel en soins de santé, les médecins, tous les intervenants, hein, qu'on fasse table ronde avec le patient et leurs proches, qu'on fasse dans la transparence. Je pense que on gagnerait. Oui. Hein? La transparence porte toujours ses fruits. C'est la conclusion que j'en retire. Le réseau de la santé est configuré dans le sens contraire de ça. Et voilà. Il veut qu'on aille le plus rapidement possible, qu'on soit le plus efficace possible. Et pour ça, ben, on n'a pas de temps à perdre à écouter les gens. Et voilà. Jean-François, merci. Merci pour cette belle capsule, toujours intéressante. Ça a été un plaisir. Ah, c'est gentil. Merci, Jean-François.
Chers auditeurs, voilà qui termine notre émission. Je vous donne rendez-vous à une prochaine et d'ici là, portez-vous bien, comme je le dis toujours, et vous le savez très bien, prenez bien soin de vous. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci.